Alors, est-ce que vous le reconnaissez? Ça, c'est moi quand j'avais 3 ans. Et quand j'étais plus jeune, il y avait une règle universelle. À chaque fois qu'on me disait de ne pas faire quelque chose, j'avais envie de le faire. En fait, comme tous les enfants, j'y voyais là un défi. J'y voyais là le moyen de repousser mes limites. En fait, ce que je voyais sûrement, c'était une privation de mes libertés. Et en fait, ce phénomène, il est assez connu, il est étudié par les scientifiques et les chercheurs. C'est ce qu'on appelle l'effet de réactance. L'effet de réactance, c'est un phénomène psychologique qui nous pousse à repousser les contraintes, même quand elles sont bénéfiques pour nous. Même quand elles sont bénéfiques pour nous. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis aperçu que l'écologie, c'était un peu la même chose. On nous parle de moins consommer, on nous parle de moins voyager. En fait, on nous parle de changer nos habitudes. Et qu'est-ce qu'on fait? On résiste. En fait, on a un peu tous des enfants face à l'écologie aujourd'hui. Pourtant, on a un peu un paradoxe. En fait, d'un côté, quand on nous dit de consommer moins de viande, qu'est-ce qu'on entend? On entend moins de plaisir. Quand on nous dit de moins prendre l'avion, qu'est-ce qu'on entend? Moins de liberté. Et quand on nous dit de moins prendre la voiture, qu'est-ce qu'on entend? Plus de contraintes. En fait, quand on nous parle d'écologie aujourd'hui, il y a ce double paradoxe. En fait, on a l'impression que d'un côté, on est tous écolos parce qu'on veut tous un air pur, on veut tous une alimentation plus saine, on veut tous une autre qualité, et pourtant, on continue de résister. Quand on nous parle d'écologie, il y a 3 mots qui reviennent toujours. Contraignant, punitif et anxiogène. Donc, forcément, comment ne pas s'étonner que plein de gens repoussent l'écologie quand on voit l'image qu'on en a aujourd'hui? C'est pour ça que, au fur et à mesure de mon engagement, je me suis aperçu qu'il y avait plein de contraintes et plein de freins aujourd'hui, plein de freins à cet engagement. J'en ai identifié 3. Donc le premier, c'est celui dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc c'est la contrainte. Le deuxième, c'est le manque d'intérêt. En fait, l'écologie ne sert pas à nos intérêts. Quand on nous dit que les pays du Sud sont les premières victimes du changement climatique, c'est triste, mais il y en a beaucoup qui se disent « Ah, c'est pas mon problème ». Quand on nous dit que l'hiver, il faut moins utiliser le chauffage, bah forcément, ça va contre nos intérêts. Quand il fait 35 degrés l'été, il ne faut pas utiliser la clim, pareil, ça va contre nos intérêts. Le troisième frein, c'est un discours qui est inaudible. Regardez, le discours il est trop technique. On parle de CO2, de bilan carbone, d'effet rebond. Enfin, sérieusement, moi, quand j'ai entendu ces termes la première fois, j'avais aucune idée de quoi on nous parlait. Ensuite, c'est des termes qui sont trop abstraits. Neutralité carbone, empreinte écologique. Forcément, on entend ça, ça ne nous parle pas. Et enfin, c'est trop éloigné de notre réalité et de notre quotidien. Effondrement systémique, résilience systémique. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même, après avoir dressé tous ces problèmes, c'est que les récits évoluent. Au fur et à mesure de l'histoire, on a vu une évolution. Ce qui était moche hier devient beau aujourd'hui. J'ai pas mal d'exemples pour vous le montrer. Prenons l'exemple de la beauté. Certains diront que la beauté c'est subjectif, d'autres objectif. Mais ce qui est sûr, c'est que la beauté, ça a changé au fur et à mesure. Si on parle de la beauté féminine, par exemple, à la Renaissance, ce qu'on considérait comme un canon de beauté, c'était une femme qui avait plutôt des rondeurs, qui avait plutôt le teint pâle en Occident. Pourtant, aujourd'hui, on voit que les canons de beauté ont évolué. On va plutôt parler de minceur, on va plutôt parler de corps sculpté. En fait, quand on voit la beauté féminine telle qu'elle est érigée aujourd'hui dans la société, c'est un peu le contraste de ce que c'était à la Renaissance. Cette image vous le montre parfaitement. Maintenant, si on parle par exemple de la beauté masculine, c'est un peu la même chose. Le beau gosse du XVIIIe siècle, c'était pas de Brad Pitt. Le beau gosse du XVIIIe siècle, c'était un homme qui avait une perruque, des cheveux bouclés, longs, le teint pâle,
il se maquillait, il n'avait pas de barbe, il avait même du rouge à lèvres. On voit bien qu'il y a une énorme opposition entre la beauté du XXe siècle et celle d'aujourd'hui. Le troisième exemple, c'est un exemple qui me parle un peu plus parce que je pense qu'on l'a tous vécu, on a vu ce shift dans la société, c'est concernant la barbe. Pendant l'Antiquité, la barbe, c'était un synonyme de sagesse, c'était un synonyme de pouvoir. Ensuite, au début des années 2000, c'était l'inverse, c'était plutôt un signe de négligence. On voyait rarement des hommes politiques porter la barbe. Pareil pour les acteurs. Et au début des années 2010, la barbe est réapparue. On voyait justement des acteurs qui ne la portaient pas dans les années 2000 et qui aujourd'hui la portent. On voit aussi des hommes politiques porter la barbe. Donc la première bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que les récits évoluent au fur et à mesure. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut rester là, attendre que l'histoire se passe et espérer qu'un jour l'écologie devienne à la mode? Eh bien non. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on peut influencer ces récits. Je vais vous montrer des exemples. Je pense que vous connaissez tous le Bureau des légendes. Le Bureau des légendes, c'est une série qui a rencontré un énorme succès sur Canal+, des millions de téléspectateurs, à tel point que la série elle a été adaptée à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on a remarqué à la suite de la diffusion de cette série? C'est une augmentation de 60% de candidatures à la DGSE. Deuxième exemple, le jeu de la dame. Donc, série qui a eu un énorme succès sur Netflix, où justement on voit une joueuse d'échecs, on suit vraiment tout son périple. Pareil, c'est une série qui a fait des millions d'entrées, des millions de téléspectateurs. Et ce qu'on a constaté suite à la diffusion de cette série, c'est une augmentation de 600% de ventes de jeux d'échecs aux États-Unis. Pareil, les tournois d'échecs ont explosé. Il était même très compliqué de trouver un jeu d'échecs dans certains endroits aux États-Unis et même en France. Le troisième exemple, c'est mon préféré, je pense que vous le connaissez. Donc ici, c'est un acteur, Volodymyr Zelensky, qui jouait un rôle donc, dans la série qui s'appelle Serviteur du peuple, donc une série ukrainienne qui a rencontré un énorme succès. Et son rôle au sein de cette série, c'était de jouer un professeur d'histoire, normal, ordinaire, mais qui rêvait de politique. Et dans la série, il devient président. Quelques années plus tard, la réalité dépasse la fiction, et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc du coup, ce qu'on voit à travers ces exemples, c'est que 1, les récits changent au fur et à mesure. 2, on a des œuvres culturelles, comme des films, des séries, la musique, des BD, même l'influence sur les réseaux sociaux, qui peuvent changer notre perception des possibles, notre perception du réel. Et du coup, si on faisait la même chose avec l'écologie, au lieu de dire « arrêtez de prendre votre voiture, vous êtes des gros pollueurs », on pourrait dire si par exemple vous prenez le vélo, vous auriez un air de meilleure qualité, vous serez en meilleure santé, vous pourrez vous réapproprier la ville, parce que du coup il y aura plus d'espace pour se balader, il y aura moins de pollution sonore. Et donc, en changeant le récit de l'écologie, de l'environnement, on peut rendre quelque chose qui était considéré comme moche hier, beau aujourd'hui. Et donc, dans ce récit par rapport à l'écologie, il faut qu'on parle de mieux vivre, il faut qu'on parle de bonheur. Parce que, aujourd'hui, on est encore tous des enfants face à l'écologie. On a peur qu'on nous prive. On a peur de perdre notre confort. On a peur de changer de mode de vie. Pourtant, ce qui fait avancer un enfant, c'est ni la contrainte, ni la peur. Ce qui fait avancer un enfant, c'est le rêve. Quand un enfant souhaite construire une cabane, il ne le fait pas par contrainte, il ne le fait pas par peur. Il le fait parce qu'il y voit là le moyen de vivre une aventure exceptionnelle. Pareil, quand un enfant décide d'apprendre à faire du vélo, il ne le fait pas par contrainte, il ne le fait pas par peur, il le fait parce qu'il rêve de vitesse et de liberté. Donc, au final, aujourd'hui, il faut qu'on grandisse face à l'écologie. De l'enfance, il ne faut garder
que les rêves. Il faut changer ce discours autour de l'écologie. Il faut le rendre plus désirable, plus enviable, afin qu'on puisse parler d'un monde avec une meilleure alimentation, une eau de meilleure qualité, avec des modes de vie épanouissants, des modes de vie qui donnent envie. Et la bonne nouvelle, c'est que ce récit, on peut l'écrire, et c'est à nous de l'écrire. Merci.